Le temps que je préfère, c'est quand le ciel est sombre d'orage, mais qu'il y a du soleil. Ça, c'est vraiment le... Ou le matin avec la brume du matin. C'est un peu... où il y a la brume et puis tout d'un coup, un peu de soleil. C'est un peu ça, c'est ce mélange de chaleur et en même temps de côté un peu mystérieux, ouais. Salut, c'est Alyosha, bienvenue dans Vision. Lightroom, c'est un service cloud qui réunit tout ce dont vous avez besoin pour créer, retoucher, classer, stocker et même partager vos photos sur tous les appareils. Si vous avez envie de tester, on vous a mis un lien dans la description du podcast avec quelques jours pour faire un essai gratuit. Merci Adobe et bonne écoute. J'ai pris cette photo en février de cette année, en 2022, et c'était à La Courneuve, dans un lieu qui est occupé en ce moment par un collectif de gens qui font des fêtes, qui organisent des fêtes. Et puis là, ils avaient prêté ce lieu à un autre collectif, un collectif qui crée des fêtes dans un esprit assez inclusif, que ça soit question d'âge, de genre, de sexualité, de tout ça. Et ouais, c'est des fêtes où on se sent vraiment comme dans une famille, une grande famille, et où les femmes sont assez libres de se dévêtir, de faire la fête comme elles veulent, en fait. Et du coup, cette photo, c'est deux femmes qui font partie de ces collectifs, chacune dans un collectif en fait. Et on les voit face à moi, mais où elles se tournent un peu le dos l'une à l'autre. Elles sont un peu de trois quarts, un peu comme des personnages de tableau, avec des regards qui partent vers le côté et des postures entre des mains lâchées sur les cheveux et d'autres qui tiennent un téléphone. Voilà, on sait pas trop ce qu'elle fait avec ce téléphone, mais bon. Et la photo est un peu dans des tons bruns, avec un peu de bleu qui arrive vers le bas. C'est le bleu qui vient des machines du DJ. Toute la photo est assez brumeuse parce qu'il y avait une machine à fumer et ça rajoute au côté pictural. Quand je l'ai prise, j'ai tout de suite su que c'était une photo qui allait marquer. Déjà pour le fait qu'elle ressemble énormément à un tableau. Enfin, avec la fumée, les couleurs et les lumières, en fait, c'est le genre de moment où même moi, je contrôle pas vraiment ce que je prends en photo. Je contrôle juste les personnages que je veux prendre, mais ensuite la lumière, comme elle change toutes les secondes, je suis très dépendante du hasard. Et puis oui, c'était évident, dès que je l'ai prise, je l'ai vue en fait, au moment où je la prenais. Et je l'ai tout de suite montré aux deux femmes qui sont sur cette photo. Et ensuite elles en ont parlé. Enfin vraiment, en fait, c'était un moment dans la soirée où cette photo, elle a été en elle-même un événement parce que tout le monde voulait se la montrer. Et ouais, c'était assez marrant comme moment. Je m'appelle Cha Gonzalez. Cha, c'est le diminutif de Charlotte, donc voilà, j'ai un prénom plus simple. Mais il y avait une autre Charlotte Gonzalez qui faisait des photos à Metz, donc je me suis dit que moi ce serait Cha. Et je suis née à Paris, dans un HLM, dans le 12e. J'ai grandi avec ma mère qui m'a élevée seule. Ensuite, mon beau-père est arrivé et puis il nous a emmenés au Liban quand j'avais 11 ans, où il allait travailler. Et ensuite, on y a passé... j'y ai passé tout mon collège. C'était assez fou comme expérience parce qu'on passait de vivre dans un petit HLM à vivre dans un grand appart face à la mer à Beyrouth.
Et dans un milieu social aussi complètement différent, parce que en tant que Française, j'étais au lycée français avec tous les Libanais qui étaient d'un milieu social aisé. Après, c'était intéressant aussi parce que il y avait un énorme problème de drogue là-bas. Il y avait beaucoup de jeunes du lycée qui étaient tombés dans l'héroïne. Et c'est quelque chose qui m'avait pas mal marqué et qui a un peu conditionné aussi, même après quand je suis rentrée en France, le fait que j'ai très vite eu un comportement... Enfin, je buvais pas et puis je prenais pas de drogue, mais très vite en fait. Enfin, très jeune. Et ensuite, quand je suis allée aux Beaux-Arts de Bordeaux, c'était pareil, beaucoup de gens autour de moi qui consommaient et moi qui me sentais en dehors de tout ça. Et oui, et donc en fait, j'ai toujours adoré faire la fête pour le son, pour le fait de danser, qui était quelque chose qui était très présent dans ma famille. On faisait beaucoup de fêtes ensemble, avec mon père aussi, avec qui je faisais les férias de Dax, et où pareil, les gens bourrés me terrorisaient. Enfin voilà, c'est un truc qui est assez présent, on va dire, dans mon enfance et dans mon adolescence, des choses qui ont un peu dirigé mon regard en fait dans la série que je fais actuellement depuis une dizaine d'années. J'ai commencé la photo au collège avec l'appareil argentique de ma mère. J'ai continué aussi aux Beaux-Arts en faisant mes premiers développements moi-même, de péloche noir et blanc. Je faisais beaucoup de photos de rue. J'étais vraiment dans une pratique très old school de la photo, un peu puriste, mais pas trop quand même. Il y en avait des pires que moi autour de moi. J'étais grosse fan des sessions de développement. J'adorais les odeurs des labos de l'école, des Beaux-Arts. Alors la photo pour moi c'était un truc annexe. Pour moi, c'était vraiment parce que j'aimais bien faire des images en général. Mais mon premier amour c'était vraiment le dessin, la peinture. Et je visitais plein de musées avec ma mère et je copiais des tableaux. Enfin, c'était vraiment... Mon ambition, c'était d'être peintre, quoi. Et je pense que ça aussi, ça a beaucoup influencé mon style de photographie, où je suis vraiment à la recherche d'une image très picturale, un peu en dehors du temps, quoi. Donc au départ, je dessinais beaucoup, je peignais, et je suis venue à la photo un peu par la photo de rue, mais surtout par l'autoportrait. Je prenais beaucoup d'autoportraits quand j'étais ado, et je me mettais en scène dans des trucs assez... j'essayais de faire des peintures avec moi-même comme sujet, quoi. Et du coup, quand j'ai voulu les montrer, je suis allée sur un site internet qui s'appelait DeviantArt, et je l'ai posté là, mes autoportraits. Et puis petit à petit, en creusant un peu sur ce site, je me suis rendu compte qu'il y avait des super photographes. Et ceux qui me plaisaient et avec qui je suis devenue amie avec le temps, c'était des photographes de rue. Et j'avais envie d'être aussi bonne qu'eux et de faire des bonnes photos de rue. Et du coup, je me suis vraiment plongée là-dedans. C'était une sorte de surenchère à qui prendrait la photo... la meilleure photo de rue, quoi. Et c'est des photographes qui sont allés vers la presse après, et je les ai retrouvés ensuite dans ma pratique plus journalistique. Mais oui, ça a commencé sur Internet, sur un site avant Facebook, avant Flickr même. Ensuite, quand j'ai fait des photos de manifs, les manifs du CPE en 2006, je les mettais sur DeviantArt et Flickr. Et ça a eu tellement de succès à l'époque, les photos que je prenais pendant ces manifs, que je me suis dit ok, c'est vraiment ça que je veux faire. Au final, c'est le retour que j'ai eu des communautés sur Internet que j'ai compris que c'est ça qu'il fallait que je fasse. Sinon, je pense que je serais encore en train de peindre, quoi. Quand j'ai commencé la photo de rue, je me suis vraiment lancée dedans, comme je disais, comme dans une course à la meilleure image.
Pour moi, il n'y avait vraiment aucun fil conducteur. C'était chercher des bonnes images, des situations, des lumières. C'était une sorte de chasse. Pour moi, il n'y avait rien qui liait mes photos et de temps en temps, je faisais autant des photos de rue que des photos de ma vie personnelle, donc de ma famille, de mon quotidien, de mes amis. Et de temps en temps, j'essayais de lier ça en faisant des diptyques, en faisant des sortes de séquences de photos. À l'époque, je disais que je faisais un travail il n'y avait pas d'histoire, je ne racontais aucune histoire, je montrais des images de liens entre les gens, d'ambiance, de choses comme ça, mais vraiment je ne racontais rien. Et c'était un peu la limite aussi de mon travail. Je n'arrivais pas à trouver un sens. Je suis assez incapable de me dire tiens, j'aimerais faire une série là-dessus, et de faire une série sur un sujet. Je sais pas du tout intellectualiser un sujet avant de l'avoir fait. Et donc du coup, je me disais que je continuerais juste à prendre des photos comme ça au gré de mon quotidien et de mes expériences. Et puis que peut-être quand j'aurai 80 ans, ça aurait un intérêt, on va dire, sociologique, de photographie de l'époque, mais après je me disais de toute façon on est tellement à faire ça, au final je le faisais que pour moi, quoi. Et c'est petit à petit que, en me rendant compte en fait que j'étais en train de faire une série sans le savoir, que là j'ai réussi à l'identifier et à laisser un peu de côté tout le reste, donc que ça soit la photo de rue, même les photos de mes proches que je fais beaucoup moins qu'avant, pour me concentrer sur cette série. Vous écoutez Vision, podcast de la photographie contemporaine. Mon travail, je pense qu'on peut le qualifier de travail documentaire, parce que je photographie le réel et que je fais pas de mise en scène. Donc techniquement, c'est du documentaire. Après, j'ai pas de démarche sociologique. Enfin, j'en ai, mais c'est un peu en toile de fond, on va dire, parce que c'est pas mon sujet principal. Je suis pas vraiment attachée à forcément faire l'image d'une époque, et j'ai plus envie de parler de quelque chose d'intemporel, parce que la fête que je photographie, c'est la fête comme elle a toujours pu exister depuis le début des gens. Et donc oui, c'est plus un travail documentaire sur le vécu qu'on peut avoir dans un contexte de fête, que ça soit une catharsis ou un besoin d'être avec les autres, un besoin de se dépasser. Donc c'est vraiment plus le côté psychologique qui m'intéresse que la fête aujourd'hui, en 2022, quoi. Moi, la fête, à la base, j'y vais pour la musique. Donc quand je vais faire des photos dans une fête, j'y vais aussi pour danser. C'est quelque chose qui est hyper important, et si j'ai du mal à danser dans une fête, ça se ressent dans les photos aussi, parce que je rentre moins dedans et je suis pas dans le même état, on va dire, de conscience de l'énergie. Dans des trucs un peu mystiques, mais c'est pas pareil, quoi. Ensuite, la musique, dans ma vie, oui, ça a toujours été très important. Mon père est abonné à Trax depuis le début, il m'a fait découvrir énormément de choses. Ma mère, un peu moins, mais elle est plus dans des choses plus brésiliennes. Enfin, voilà. Donc, vraiment, la musique et la fête, c'est quelque chose de familial à la base, très fort. Après, quand je travaille, en général, j'écoute des podcasts. J'écoute pas de musique parce que j'ai toujours l'impression d'avoir besoin de nourrir mon esprit pendant que je fais mes editings, donc pendant que je fais le tri de mes photos, la colorimétrie, tout ça, c'est des choses qui demandent pas d'effort intellectuel, on va dire, c'est juste visuel et puis les doigts, quoi. Donc du coup, j'ai toujours envie de nourrir mon cerveau pendant que je fais ça. Donc la musique, non, j'en écoute pas beaucoup chez moi. Pour moi, la musique, c'est vraiment quelque chose qui est forcément lié à la danse, ou en tout cas une expérience physique.
Même si je suis statique, assise à l'écouter, il faut que j'y sois, j'ai besoin d'être 100% là, quoi. En commençant à faire de la photo de rue et puis de la photo de manif, en fait, d'une chose à l'autre, comme j'étais dans cette chasse de la photo forte, et ensuite dans les manifs, je savais hyper bien naviguer et puis m'en sortir parce que en tant que femme, au final, je me faisais moins agresser. Pendant le CPE, je voyais d'autres photographes qui se faisaient taper et prendre le matériel. C'était une époque assez compliqué au sein même des manifestations. Maintenant, ça a complètement changé. Les dynamiques sont plus les mêmes. Mais moi, je sentais que j'avais ce truc naturel de pouvoir m'en sortir et d'arriver à être aux bons endroits, au bon moment. Et de faire des photos. Il y avait un côté adrénaline. Je me sentais bien dans ces environnements. Et du coup, naturellement, j'ai eu envie de plus. Parce que je pense que quand on est aussi dans un truc comme ça, on a envie de plus, quoi. Et j'ai eu envie de partir sur des terrains de guerre et j'en ai parlé à ma mère qui a eu d'un coup très très peur, qui a plus ou moins fait du chantage pour que j'intègre une école de photo, ce que j'ai fait avec ces très 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 gros encouragements, on va dire. Donc j'ai réussi le concours en 2e année en équivalence aux Arts Déco. Et là, j'ai passé 3 ans l'ombre de moi-même. J'arrivais à rien produire de bien. J'étais vraiment à passer ric-rac d'année en année, à trouver vraiment aucun sens à ce que je faisais là, ni à ce que je faisais moi à côté, aux photos que je prenais. C'était le vide total. Et puis en 4e année, j'ai écrit un mémoire sur le photographe de guerre, la photographie de guerre, on va dire, et sur le filtre médiatique et la manière dont sont perçues les images de guerre pour celui qui lit le journal. Et donc pour ça, j'ai interviewé plusieurs photographes qui allaient sur des terrains de guerre et ça m'a un peu... j'ai eu ce recul de me dire « Ah ouais, mais en fait... » C'est quand même beaucoup juste de la recherche d'adrénaline, de photos fortes et quel sens ça a, quoi, comment on se positionne là-dedans, quelle place moi j'aurais vraiment là-dedans, est-ce que éthiquement c'est ça que je veux pour moi, je me suis posé toutes ces questions. En 5e année, on avait une année pour faire un projet, une série de photos, et puis pour moi, c'était évident que je voulais retourner au Liban. J'y étais pas allée depuis 7 ans, je crois, et je sentais que c'était là-bas qu'il fallait que je fasse ma série. Donc quand je suis arrivée au Liban, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Je savais juste qu'il fallait que je le fasse là-bas. Et petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais envie de parler de ce que je connaissais, c'est-à-dire les amis avec qui j'avais grandi, avec qui j'avais été au collège, parce qu'il y avait quand même tout ce truc de jeunesse paumée qui tombe dans l'héroïne. J'avais l'impression que c'était quand même qu'il y avait eu un truc très fort et que moi, adolescente, je m'en étais pas vraiment rendu compte. Je l'avais vécu, mais j'avais pas le recul qu'il fallait. Et donc oui, j'avais envie de parler de cette génération, née en 80 à 85, c'est-à-dire en plein milieu de la guerre civile, et leur demander aussi à quel point ça les avait affectés, s'ils avaient des souvenirs de la guerre, ou même de quelle manière eux avaient vécu la dernière guerre, c'est-à-dire celle de 2006. Parce que je sais qu'il y avait certains de mes amis qui étaient juste pas là. Quand ils sont nés, ils étaient à l'étranger, leurs parents avaient déménagé pendant la guerre. Il y a des vécus très différents en fonction de si l'enfance a été passée à Beyrouth ou à l'étranger. Il y a plein de syndromes différents, que ce soit ceux qui ont l'impression d'être passés à côté, de ne pas avoir vécu ce qu'il fallait vivre en tant que Libanais, c'est-à-dire un conflit, quoi. J'ai un ami qui m'a dit que le conflit de 2006, il s'était enfin senti libanais, parce que il entendait des bombes tomber, quoi. Donc oui, c'est quelque chose qui est très ancré. Après, comment en parler en photo ? Au début, je savais vraiment pas. En fait, c'est en vivant là-bas
et en photographiant mon quotidien, que je me suis mise à photographier le soir et je me suis rendu compte que dans les soirées que je photographiais, il y avait des choses qui se dégageaient, des ambiances, des attitudes entre les gens qui s'exprimaient pas du tout pendant la journée. Et donc je me suis dit que j'allais parler de ça, de ce rapport à la guerre, mais sans montrer la guerre et puis en montrant juste des photos de soirée, quoi. Vous écoutez Vision. Suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos. En rentrant à Paris, j'ai présenté ces photos, ça a plu, tout s'est bien passé. Après cette scolarité compliquée, j'ai eu le diplôme bien, quoi. Et puis juste après, je suis tombée enceinte. Et autour de moi, personne n'avait d'enfant. Moi, j'ai eu vraiment le sentiment de m'éloigner de tout le monde, de pas pouvoir rebondir vraiment sur ce diplôme. Et puis en plus, je voulais vraiment m'occuper de mon fils. J'avais envie d'être là pendant ses premières années et du coup, j'étais là à 100% avec lui. Je me suis pas oubliée parce que je l'amenais avec moi. Je continue à faire un petit peu de photos. J'ai eu quelques missions pour des reportages pour des villes, pour des choses comme ça. Et je le prenais sur mon dos et j'allais faire des photos avec lui. Mais il y avait quand même une partie de moi qui était plus là, celle qui va en soirée. Clairement, je me suis complètement mise de côté sur ce plan-là. Et au bout de 2 ans, il y a un collectif d'organisateurs de fêtes qui m'a appelé pour couvrir leur première fête. Ce collectif, c'était Autodis. C'est un collectif de techno-paillettes. Très déguisement, coloré dans tous les sens. Et c'est vraiment ce collectif-là qui m'a refait sortir, qui m'a un peu reconnecté avec ce que j'aimais faire avant. Et donc oui, à partir de 2013, j'ai recommencé à aller dans des fêtes pour prendre des photos. Avant d'avoir mon fils, j'étais j'allais au Rex pour danser seule. J'avais une approche de la fête qui était très solitaire. J'y allais seule, je dansais seule, je fermais les yeux en dansant. Voilà, et le fait de faire des photos dans ces fêtes-là, en 2013, ça m'a vraiment fait aborder la fête d'une manière complètement différente, de lien avec les autres, de partage, des choses que j'avais pas vraiment connues avant. En faisant ces photos, ça m'a amené vers d'autres groupes de gens qui faisaient d'autres fêtes, etc. Et de fil en aiguille, j'ai connu de plus en plus, on va dire, le milieu alternatif parisien, que ça soit dans les squats, dans les teufs en banlieue, dans des lieux à chaque fois occupés pour l'occasion. Au début, j'avais pas vraiment... pour moi, je faisais des photos de mon quotidien comme je l'avais toujours fait. Et il y a un jour, je crois que c'était en été 2015, et j'ai un ami photographe qui s'appelle Jacob Christ qui m'a appelé un dimanche matin à 9h ou 10h. 9h, j'étais en train de donner le biberon à mon fils. Puis il m'appelle, il me dit « Viens à telle adresse, tu vas voir, tu vas aimer ». Et j'ai dit « Ok ». Et du coup, j'ai laissé mon fils avec son père et je suis partie dans ce lieu qui s'appelait le Péripathe, que j'ai découvert ce matin-là. Et j'ai pris quelques photos. J'en ai pas pris énormément parce que je savais pas trop par où commencer. J'étais dans un tableau en mouvement, quoi, tout autour de moi. Et je me suis dit, ok, c'est là que j'ai eu conscience que je commençais une série. Avant 2015, j'avais quelques photos que j'ai ensuite ajoutées à cette série, mais c'était pas aussi évident qu'à ce moment-là, où je me suis dit, là c'est une série, c'est pas juste quelques photos que je garde sous le coude, quoi. Le nom de ma série, Abandon, il est venu assez naturellement. Je cherchais un mot qui est en même temps une connotation positive et négative, enfin les deux choses qui coexistent dans une fête.
Parce que, en fait, dans toute la première partie de cette série, je mettais vachement l'accent sur les gens qui se sentent seuls dans les fêtes. Soit parce qu'ils n'arrivent pas à connecter avec les gens autour d'eux, soit parce qu'ils n'ont pas d'amis et ils sont assis dans un coin. Ou juste parce que les produits qu'ils prennent ou l'alcool qu'ils prennent les excluent. Et aussi l'abandon en tant que lâcher-prise du contrôle qu'on peut avoir sur la manière dont on se comporte en société. Donc oui, c'est l'abandon qui fait qu'on va vers les autres, qu'on redescend les barrières, quelque chose qui nous mène aux autres et aussi quelque chose qui fait qu'on se replie sur soi-même. Donc c'était ces deux aspects que j'avais envie d'exprimer. Au final, je pense que j'ai plus dans mes photos de preuves d'abandon dans le sens d'être avec les autres, de s'abandonner aux autres. Et j'ai un peu lâché ce côté négatif de solitude. Mais je pense que c'est aussi parce que c'est lié à ce que moi je vis dans les fêtes, quoi. Et c'est vrai que les fêtes où je me sens plus en retrait par rapport à ce qui se passe ou aux gens, j'ai plus tendance à prendre des photos de gens solitaires. De la manière dont j'ai grandi, je parlais tout à l'heure de mon rapport aux drogues et à l'alcool, que j'ai toujours soigneusement évité. Forcément, les choses que je vois dans les soirées, elles sont... À la base, elles m'angoissent. Mais vraiment, je dis bien à la base parce que la photo, ça a été vraiment un moyen pour moi de l'apprivoiser. D'apprivoiser ses comportements, de trouver la beauté qu'il y a même là-dedans, quoi. Et puis, il faut aussi se dire que la plupart des personnes, elles sont pas capables de s'abandonner sans, ou alors, plus précisément, elles se sentent pas capables. Je pense que tout est possible. Il y a des personnes qui ont simplement jamais essayé de faire sans et qui pensent que l'association, elle est juste évidente de base entre techno et drogue, on va dire. Après, j'ai tendance à éviter de montrer soit des gens qui prennent des prods, soit des gens qui ont les effets secondaires des prods, c'est-à-dire les mâchoires, les traces blanches sous le nez, etc. Ça, je le montre pas, parce que déjà, ces personnes, elles ont une vie en dehors des fêtes. Elles ont aussi un regard sur elles-mêmes. C'est pas comme ça que j'ai envie de les montrer. C'est pas comme ça que j'ai envie qu'elles se voient. Et je pense que aussi elles sont très conscientes de ce qu'elles font, toutes ces personnes. Elles ont pas besoin que je les mette en face de quelque chose qui est pas flatteur ou même au-delà de flatteur, qui est pour moi qui est pas respectueux en fait. De la personne complexe qu'ils et elles sont et qui se résume pas à juste ces moments où ils prennent des prods. Quand je prends des gens en photo, la plupart du temps, quand ils sont reconnaissables, je vais prendre leur contact juste après pour pouvoir échanger avec eux les jours d'après pour une possible publication sur les réseaux. Je le fais pas systématiquement parce qu'il y a des photos que j'estime soit que la personne elle me le dit avec ses yeux, je vois son consentement clair et là c'est bon. Ou alors quand c'est une personne juste qui est seule dans une fête, j'estime que y a rien qui peut vraiment porter atteinte à quoi que ce soit. Je dévoile rien qui peut lui causer du tort. Par contre, les gens qui s'embrassent ou qui s'enlacent, eux, je garde systématiquement leur contact. Il y en a beaucoup qui sont devenus des amis que je recroise dans les fêtes. Enfin, des amis, des gens que je revois et que j'adore revoir. Ensuite, non, c'est... Moi, mon rapport avec les gens dans cet état, j'ai un côté assez maternel. Je vais souvent soit les épauler ou les écouter. J'ai très souvent juste envie d'être là pour eux s'ils ont besoin de moi. Si je vois qu'ils sont vraiment pas bien, quoi.
Après, s'ils sont juste bien, c'est cool. Avant, c'était des comportements qui m'angoissaient pas mal et maintenant, vraiment plus du tout, quoi. J'arrive à complètement passer au-delà et pour juste voir la personne avec qui je peux avoir un échange, avec qui je peux avoir une discussion que j'aurais jamais pu avoir en dehors de cette fête, sur des sujets intimes ou sur des sujets où on n'aurait pas pu parler en dehors de ce contexte, quoi. Il y a un moment où je suis allée en Ukraine avec une amie journaliste parce qu'on cherchait un pays où on pourrait faire des sujets toutes les deux et elle avait des contacts en Ukraine parce qu'elle avait couvert Maïdan à l'époque et donc en 2018, quelques années plus tard, elle avait envie de voir un peu où tout le monde en était et puis faire des sujets sur les mères porteuses, les soldats qui étaient de réserve et une femme soldat qui était à Odessa. Bref, on a fait plusieurs sujets comme ça et puis moi ça m'intéressait parce que j'étais vraiment toujours dans ce truc de rapport à la guerre et la fête. Comme l'Ukraine était pas vraiment en guerre mais quand même à moitié, où il y avait quand même des morts régulièrement dans le Donbass. Il y avait une sorte d'entre-deux que je trouvais intéressant, une sorte de tension latente. Et je me demandais comment étaient les fêtes, du coup. Alors j'étais assez surprise de trouver un côté très très berlinois. Dans la musique, il y avait des DJ berlinois d'ailleurs au fait où je suis allée. Et puis même dans l'ambiance, le style des gens très lookés, très petites lunettes noires, manteau en cuir, enfin vraiment il y avait un côté ouais, et où j'ai eu l'impression qu'il y avait une sorte de mondialisation de l'effet du style berlinois partout en Europe jusqu'en Ukraine, quoi, et où on était sur la même longueur d'onde au niveau culturel. Enfin, j'avais pas du tout imaginé ça, en fait. Après, j'y suis pas restée assez longtemps pour assez creuser. J'ai pas tissé de lien avec les gens. Je suis restée très en retrait, Enfin, ça m'intimidait beaucoup. Du coup, j'ai fait quelques images assez froides de ces moments. Et puis voilà, je suis partie. On est resté 3 semaines, donc j'ai eu 3 week-ends. Et c'était pas assez pour vraiment rentrer dans le sujet. Quand mon fils est né, moi j'ai continué à faire des photos de mon quotidien comme je le faisais avant, dans un esprit très album de famille, parce que c'est quelque chose qui était aussi très présent chez ma grand-mère. Ma grand-mère, elle a des dizaines et des dizaines d'albums de photos de famille. Elle photographiait des petits moments comme ça qu'on passait. C'était pas des photos de groupe, hein, c'était que des photos de moi en train de jouer aux cartes avec ma cousine, des choses, des photos de son jardin, des photos de balades qu'on faisait dans la campagne. Et elle avait vraiment ce truc-là de documenter notre vie de famille. Et moi, j'adorais regarder ces albums. Je passais vachement de temps comme ça dans la chambre à tout regarder. Et je pense que c'est vraiment ça qui a fait que moi, j'ai beaucoup photographié mon quotidien aussi. Et pour que mon fils ait des souvenirs, je pense un peu comme tous les parents, hein, mais j'avais pas envie que ça soit des souvenirs de photos posées. Et du coup, mon fils, il pose jamais pour mes photos, ou alors il pose mais sans poser, quoi. Il sait bien faire comme si j'existais pas. J'ai beaucoup photographié son rapport à l'eau parce qu'il est très fort. Bizarrement, quasiment toutes les photos que j'ai de lui, il y a soit c'est dans le bain, soit dans la mer. Enfin, il y a toujours un truc très aquatique parce qu'il a un rapport à la mer qui est très fort, quoi. Et ça le met dans un état à chaque fois je sais pas ce qu'il a avec la mer. Pour ses 10 ans, ma mère nous a offert un voyage en Islande, alors cadeau de dingue, parce que voilà, mais je pense qu'elle voulait faire un gros truc pour ses 10 ans. Donc on est partis en Islande en famille. C'était la première fois qu'on prenait l'avion tous les deux.
ensemble, la première fois qu'on voyageait ensemble, en dehors de la France. On n'avait jamais fait de gros voyages ensemble. Et puis là, en plus, lui, il est passionné de volcans. On est allé voir un volcan en éruption. Enfin, c'était un voyage vraiment magique, quoi. Et j'ai pris une photo un jour où c'était au large d'un glacier qui fondait. Et il y avait des énormes bouts de glacier qui s'échouaient sur les plages de sable noir. Vraiment complètement dingue ce pays. Et puis lui, il était comme un fou à monter sur tous les bouts de glacier, à regarder au large. Et donc il a avancé comme ça. Il a profité qu'une vague s'était retirée pour monter sur un bout d'iceberg. Et puis là, il y a une vague qui est arrivée. Ça a entouré l'iceberg d'eau. Et j'ai pris une photo de lui en train de regarder l'eau comme ça, mais il savait même pas que je le prenais en photo, c'était au 85 mm, donc j'étais assez loin. Et ouais, donc ça a créé cette image complètement surréaliste, alors que dans la réalité, il y a plein de touristes autour. Enfin, c'était un lieu vraiment... autant on a vu des lieux très reculés, où on était les seuls, tout ça. Là, c'était ultra touristique, mais j'ai réussi à le prendre... comme si j'étais dans sa tête en fait, parce qu'il a un côté très rêveur dans sa bulle et je suis contente d'avoir réussi à traduire ça en photo. Moi, comme au départ, je me disais que je ferais des photos jusqu'à ma mort et que peut-être éventuellement, après ma mort, des gens y trouveraient un certain intérêt, c'était un peu ça mon ambition à la base, c'était de continuer à faire mon petit truc dans mon coin, et puis voilà. J'avais quand même hyper envie de devenir psy. Donc il y a quelques années, pendant le confinement, je m'étais dit, allez, je reprends des études, je vais être psychologue, parce qu'il y a toute cette partie de moi, de ce que j'aime faire, c'est-à-dire écouter les gens, que j'ai jamais vraiment exploité, entre guillemets, que j'ai jamais réalisé. Et puis au final, le confinement a fait que ma série Abandon, elle a pris énormément elle a pris son envol un petit peu, quoi. Elle l'avait déjà pris un peu avant, mais vraiment ces dernières années, ça a été beaucoup d'expos, beaucoup de publis. Et du coup, j'ai mis de côté ce projet. Après, je le garde toujours dans un coin de ma tête parce que au final, je sais pas si à 60 ans, 70 ans, j'aurai encore la force de passer 3 nuits blanches de suite, quoi, je pense pas. Mais par contre, j'aurais carrément la force d'écouter les gens. Pour moi, il y a peu de chances que j'ai une retraite. Donc pour l'instant, j'envisage le minimum vieillesse, s'il existe encore au moment où je serai en âge de l'avoir. Donc ouais, je garde des choses sous le coude. Mais pour l'instant, je continue. Alors, il y a une série que j'ai commencée en 2018, que j'ai réalisée dans des orgies, que je montre pas du tout, parce que c'est compliqué de montrer ce genre de travail vis-à-vis des gens que j'ai pris en photo, mais aussi moi de ce que... Enfin, je sais pas trop comment me positionner en tant que mère, en tant que femme, et puis aussi l'étiquette que ça peut être de prendre des photos de gens qui font l'amour. Alors du coup, ouais, ça c'est un travail que j'aimerais continuer à l'avenir, mais qui restera toujours un petit peu caché, quoi. Après, j'exclus pas de le montrer, mais je pense que ça sera montré vraiment dans très longtemps, quoi. Je pense que ça a besoin de vieillir comme un bon vin dans un coin. Et puis, ouais, de parler du lien charnel en ce moment, en tout cas dans cette période, pour le coup, il y a un côté sociologique qui est peut-être plus important. Merci d'avoir écouté Vision. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Laissez-nous une note et votre avis. Ça nous aide beaucoup. À bientôt.